mes amis, je reçois aujourd'hui Patrick de Casanove qui est numéro 7 sur notre liste. Prenons-nous en main. Bonjour Patrick. Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc je vous rappelle, prenons-nous en main, c'est une liste citoyenne, je coupe mon téléphone, une liste citoyenne. Vous pouvez retrouver tout sur nous sur le site que vous voyez écrit en dessous, pnem.eu. On vous rappelle que si vous voulez voter pour nous aux élections européennes, nous avons très peu de moyens, vous devrez imprimer votre bulletin de vote vous-même. Le bulletin de vote est à télécharger sur le site pnem.eu. Et d'ici là, je reçois, j'allais dire Frédéric Bastiat. Non, je reçois Patrick de Casanove, qui est Tu me flattes. un des piliers du cercle Frédéric Bastiat en France. Il va nous redire rapidement qui est Frédéric Bastiat, mais nous allons parler de la loi sur la fin de vie. Redis-nous en quelques mots qui est Frédéric Bastiat, Alors, Patrick, Frédéric pour ceux Bastiat qui est ne savent pas un qui il est. économiste français du 19e siècle. Du début du 19e siècle, il est né en 1801 à Bayonne et mort en 1850 à Rome. C'est un économiste des droits naturels. Il y a trois droits naturels, la liberté, la personnalité et la propriété. Et donc ces trois droits naturels constituent l'homme. Il écrit personnalité, liberté, propriété, voilà l'homme. Ces trois Ouais, droits naturels sont inaliénables et porter atteinte à l'un détruit les deux autres. Ce qui veut dire que si on porte atteinte à la liberté ou à la propriété ou à la personnalité, on déshumanise l'individu. L'individu peut se retrouver à ce moment-là comme un individu, comme une fourmi est un individu, mais ce n'est plus une personne. Il y a une déshumanisation. Soit il peut être aussi, on peut considérer aussi que c'est une chose, un rouage dans une mécanique sociale. Et cette mécanique sociale est entre les mains de nos gouvernants qui font leur cuisine et règlent la mécanique sociale dans le sens qu'ils l'entendent et au mépris des êtres humains qui la composent. Ça, c'est la base du raisonnement de Frédéric Bastiat. Et Frédéric Bastiat souhaite que les individus, les personnes, reprennent en charge leur destin. Donc, il pourrait tout à fait faire sienne la phrase prenons-nous en main, de façon à ce que chacun puisse assumer sa vie, prendre les responsabilités de sa vie, choisir sa vie, vivre sa vie, assumer sa personne, sa liberté, sa propriété. Alors, il est important, à mon avis, de préciser ce que veut dire propriété. Aujourd'hui, propriété a un sens un peu péjoratif parce qu'on le limite souvent à la propriété foncière ou à la propriété du capital. Mais en fait, pour Frédéric Bastiat, la propriété, c'est bien au-delà. L'homme est créateur. Créateur, ça veut dire qu'il va innover, créer des choses à partir de rien ou à partir d'éléments qui sont à sa disposition dans la nature. À partir du moment où il est créateur, il produit quelque chose et il est propriétaire du fruit de son travail ou de sa création. Ça va bien au-delà de la propriété foncière. C'est ça qui est important à connaître. La propriété va bien au-delà de la propriété foncière. Pour Bastiat, la situation que nous vivons actuellement, où les gouvernements nous confisquent beaucoup de nos droits personnels, il appelle ça la spoliation légale. En deux mots, la spoliation légale, c'est du vol. Le fait que ce vol soit légal n'empêche pas que c'est du vol. Quand on vous prend votre argent, il y a 483 impôts en France. Quand on vous prend cet argent, quand on vous prend votre argent, on vous spolie. Mais il y a une chose à laquelle on ne pense pas, et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, ça s'appelle l'euthanasie. L'euthanasie, c'est quand l'État vous vole votre vie sous des prétextes différents. Donc, il porte atteinte à votre personnalité, puisque vous n'avez pas plus votre mot à dire, même si on vous dit qu'il faudra que la personne signale sa volonté dans les directives anticipées, etc. Seulement, les directives anticipées, par exemple, n'ont de valeur qu'au moment où on les donne. Et souvent, les directives anticipées, ce sont des souhaits donc de il gens faut, bien portants. je te coupe, mais donc la loi Leonetti, qui est la loi qui aujourd'hui encadre la fin de vie, prévoit la possibilité de donner des directives anticipées. Tout le monde ne sait pas ce que c'est-à-dire que avant de mourir, tout au long de sa vie, on peut dire voilà, je veux que ça se passe comme ça au moment de ma mort, surtout si je ne suis plus en état d'exprimer mes volontés. Donc on
On peut laisser C'est ça à exactement ça. ses Voilà. enfants, ses La loi proches. la loi Hanoty est bien faite. Cela dit, il faut comprendre que les directives anticipées sont valables à un moment donné, parce que la vie évolue, la situation de la personne évolue, son raisonnement évolue, la manière dont il pense la vie, pense l'avenir, pense la mort, pense, ce qu'il va laisser sur terre à ses enfants, ses petits-enfants, à ses proches, évolue. Ce qui veut dire que les directives anticipées ont pour, vocation, on va dire, d'être constamment réactualisées ou vérifiées auprès de la personne pour savoir si c'est toujours ce qu'il désire. Donc quand on travaille en tant que médecin, médecin généraliste, médecin coordonnateur, quand les gens nous font part de notre, de leur qu'ils ont fait directive anticipée, ils peuvent d'ailleurs nous désigner comme personne de confiance pour l'application de ces directives anticipées. Ça t'est Un de nos arrivé à travail toi? pardon? Ça t'est arrivé à toi de Oui, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé et ce que je faisais régulièrement, c'est de demander aux personnes si ce qu'elles avaient écrit, parce que les directives anticipées étaient conservées dans un dossier médical, si ce qu'elles avaient écrit correspondait toujours à leurs souhaits. Donc de temps en temps, on faisait le point. Il y avait pas de moment précis, mais quand l'occasion se présentait, en fonction du contenu de la consultation, de la discussion que nous avions, je vérifiais que ils étaient toujours dans la même disposition d'esprit. En général, ce qui sortait de cet examen-là, ce qu'il traduisait par un désir de mourir, n'était pas forcément un désir de mourir, c'était surtout une angoisse. Une angoisse face à la souffrance, une angoisse face à la solitude, une angoisse face à l'abandon. Et ce qu'ils réclamaient, c'était plutôt, quand on discutait avec eux, c'est ce qui ressortait. C'était plutôt un accompagnement, une chaleur humaine, une compassion, un amour entre êtres humains. Je sais que ce terme est parfois, utilisé à mauvais escient, mais quand on leur discutait un peu, c'était ce qui ressortait de l'entretien. Donc, le fait le désir de mourir n'était pas forcément à prendre au premier degré. Parfois oui, mais très, très souvent non. Il fallait approfondir le souhait de cette personne. Et si on, réduisait la discussion en disant: «Vous voulez mourir? OK, on vous fera une piqûre», parce que c'est ce qu'ils disaient les gens: «Ah docteur, vous me ferez une piqûre». Donc, on va discuter un peu d'abord, vous allez m'expliquer ce qui se passe et ce qui vous tracasse. Et si on dit: «Oui, pas de problème, je te ferai la piqûre», on passait complètement à côté du désir de la personne et on passait complètement à côté de son souhait. Parce que là aussi, on le déshumanisait puisque on le réduisait à une chose, à un animal par exemple. Parce qu'on dit souvent, que les hommes sont moins bien traités que les humains parce que quand les animaux comme les chiens souffrent, on les euthanasie. Mais oui, mais on n'euthanasie pas les humains parce que ce ne sont pas des animaux. Les êtres humains sont des êtres humains. Ils ont une spécificité particulière. De ce côté-là, ce qui fait qu'on ne peut pas les traiter comme des animaux et on doit le respect à leur dignité d'être humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vie humaine est, unique et sacrée. On doit le respect de la vie humaine, donc on doit les écouter et on doit faire en sorte de coller au plus près de ce qu'ils demandent, qui n'est pas forcément, la piqûre comme ils disent eux-mêmes. d Dans les dans la situations pratique dans la ouais, pratique, je mais tu n'as pas coupé ton téléphone. ouais. Dans la pratique, est-ce que parce que peu de gens le savent, heu, est-ce que ça consiste vraiment à donner une piqûre aujourd'hui dans le cadre de la loi Leonetti, quand quelqu'un est en cancer en stade terminal, dans un cancer très douloureux, et qu'il dit: «J'en peux plus, c'est insupportable, j'ai 75 ans, je sais que je suis condamné». Est-ce qu'on lui fait une piqûre? Comment ça se passe aujourd'hui, les soins palliatifs? Oui, les piqûres, non, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça se passe pas, le médecin arrive et fait une piqûre. Dans la vraie vie, il y a un accompagnement qui dure, longtemps, qui peut durer, plusieurs heures, plusieurs jours et la personne est, accompagnée. Ça veut dire qu'elle a des médicaments, bien évidemment, qui ont pour but de lui calmer son angoisse ou de lui calmer sa douleur et aussi, elle a des personnes qui viennent la voir, alors soit la famille, soit des soignants
Et ce qui est recommandé, soit pour la famille, soit pour les soignants, c'est que ces personnes aient des contacts avec la personne qui s'en va, c'est-à-dire qu'elles lui prennent la main, qu'elles lui caressent la main, qu'elles lui prennent le visage, le front et qu'elles la caressent. Les soins palliatifs, ce n'est pas simplement la piqûre. Les soins palliatifs, Ah, plaque. non, pas du tout. Les soins palliatifs, c'est tout un accompagnement très humain et très compassionnel avec un autre être humain qui nous quitte et qui s'en va. Et nous faisons l'objectif, c'est de faire en sorte que ce départ se passe le mieux possible dans des circonstances apaisées et avec tout l'amour qu'on peut donner à un de nos semblables qui s'en va. C'est ça l'objectif des soins palliatifs. Ça n'a rien à voir avec l'euthanasie ou un suicide qu'on appelle suicide assisté pour ne pas utiliser le terme euthanasie. Ça n'a rien à voir avec l'euthanasie. L'euthanasie, c'est simplement le fait de dire à une personne qui dit je veux ou qui à un moment qui a dit je veux mourir ou suicidez-moi et on la tue. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un accompagnement. Alors, Bon, s'il y a attends, laisse-moi te poser des questions quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que la technique utilisée, je pose la question de façon brute parce que c'est des questions que les gens n'osent pas poser. Et c'est un peu ce qui me gêne dans ce débat, c'est qu'au fond, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Lorsque on sédate quelqu'un, puisqu'aujourd'hui la technique retenue en France pour abréger les souffrances de quelqu'un qui est mourant, pour aller vite, c'est la sédation profonde et continue. profonde et continue. Donc, le produit qu'on injecte, moi j'ai retenu, mais c'est toi l'homme de l'art, c'est toi qui vas me corriger, j'ai retenu qu'on faisait un mélange, qu'en réalité on injecte un produit qui petit à petit euh, empêche la respiration, et ça se fait avec généralement un anxiolytique puissant qui permet d'éviter la souffrance. Mais le passage en soins palliatifs se traduit quand même par une détresse respiratoire du patient. Est-ce que tu confirmes? Non, je ne confirme pas. Beaucoup de gens pensent que les soins palliatifs induisent une détresse respiratoire, ou beaucoup de gens pensent que dans les soins palliatifs, on laisse mourir les gens de faim et de soif. C'est faux. Par exemple, sur la détresse respiratoire, les médicaments. Alors, en soins palliatifs, en médecine de ville ou en médecine générale, ça peut être des injections, ou ça peut être des patchs, ou ça peut être des produits patchs sous-cutanés. Donc, c'est pas forcément l'injection. Une partie a pour but de calmer les douleurs, une partie a pour but de calmer l'angoisse. Les médicaments qui calment l'angoisse sont sédatifs, ce qui veut dire qu'ils vont faire dormir la personne. Et quand on expliquait ça aux gens, on disait la personne va s'endormir ou vous allez vous endormir. Si la sédation est levée, si on arrête le produit, il va se réveiller. Ça veut dire que l'objectif n'est pas de le faire partir brutalement. On va lui donner un produit, la personne va s'endormir et au bout d'un certain temps, la nature il n'y aura pas de détresse respiratoire, la respiration sera très calme et très tranquille et la personne va s'endormir. Au bout d'un certain temps, la nature va faire son travail et la personne va partir. Ça, c'est une chose. Pour les gens qui pensent que on les perfuse pas parce que on les laisse mourir de soif, c'est faux. On les perfuse pas parce que l'hydratation peut prolonger l'agonie. Donc, ça n'a pas d'utilité dans les soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, nous sommes pour l'apaisement de la personne. Donc, on ne va pas l'hydrater de manière intempestive parce que ça n'a aucun intérêt. Et j'avais vu une ancienne patiente qui m'a téléphoné récemment en me disant, on laisse mourir mon mari de faim. Je lui dis non. Pour mourir de faim, il faudrait qu'il ait faim. Est-ce que votre mari a faim? Non, il n'a pas faim. Donc, votre mari n'a pas faim. Il a des soins palliatifs. Il est conscient. Il ne souffre pas. Il est apaisé. Pour l'instant, la sédation profonde et continue n'a pas lieu d'être. Il va, à un moment ou à un autre, s'endormir tout doucement et puis il va partir. Mais les soins palliatifs ne sont pas l'application stricte et comment dire aveugle d'un protocole. Les soins palliatifs s'appliquent à des personnes et chaque personne a une attention particulière de la part de son médecin, de la part des infirmières, de la part de sa famille. Alors, face à cet état de fait qui existe depuis la loi Leonetti qui date de 2001 Ouais. de mémoire, pourquoi on a besoin d'une nouvelle loi
Et qu'est-ce que cette loi apporte? Et alors, il se trouve qu'elle a été beaucoup amendée par un député qui s'appelle Olivier Falorni. Quel est en quoi ça gêne, puisqu'il y a de la grogne chez les soignants à cause des amendements d'Olivier Falorni? Alors, je pense pas que cette loi apporte grand-chose. Je pense même que cette loi est nocive. Parce qu'en fait, la relation de fin de vie est une relation extrêmement intime entre le patient, le médecin, la famille. Mais essentiellement, le patient et sa famille. Le problème qu'il y a, c'est que les personnes sont, on va dire, embarquées dans une mode qui veut que on laisse souffrir les gens sans soin. En fait, ce n'est pas ça. L'euthanasie, la loi sur l'euthanasie a pour but, à mon avis, de rompre cette relation intime entre entre le médecin et sa famille ou le patient. Cette loi a pour but que l'État intervienne dans cette relation intime. En fait, c'est du totalitarisme, puisque le gouvernement va se mêler et intervenir dans cette relation. Autrefois, on appelait ça le colloque singulier. Maintenant, le colloque singulier est détruit et le colloque singulier est remplacé par l'intervention de l'État. Alors, dans les régimes totalitaires, l'État détruit l'intimité de la relation entre les personnes. Et je pense que nous assistons à un phénomène qui fait que le pouvoir de l'État s'étend petit à petit jusqu'au plus intime de la vie entre les personnes. Et il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas d'autre raison, puisque la loi Leonetti permet déjà beaucoup de choses. Et la loi Leonetti permet la loi Leonetti, pardon, manque de moyens, c'est-à-dire que les soins palliatifs tels que nous les connaissons actuellement, les soins palliatifs n'ont pas les moyens, l'État ne donne pas les moyens aux soins palliatifs d'être développés. Je crois qu'il y a encore 21 départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Donc, plutôt que de se lancer dans une loi sur l'euthanasie, qui, à mon avis, comme j'ai dit au départ, est profondément inhumaine puisqu'elle chosifie les individus, il vaudrait mieux travailler sur la loi Leonetti et donner les moyens aux personnes, aux médecins, aux services hospitaliers, aux cliniques, d'assurer une fin de vie décente aux personnes. La loi sur l'euthanasie n'a pour objectif que de permettre à l'État de s'immiscer dans cette relation extrêmement intime, dans l'intimité de la vie des personnes, qui est la fin de vie. Il s'initie, il s'immisce dans la relation entre le médecin, le patient et la famille. Et en fin de vie, cette relation-là est extrêmement intime. Personne n'a à se mêler de ce qui se dit, personne n'a à se mêler de ce qui se passe. C'est vraiment une relation de confiance entre des individus, le malade et le médecin. Et surtout pas l'État, parce que l'État a d'autres impératifs. Et si l'État veut s'intervenir dans cette relation intime, c'est que ses objectifs ne sont pas sains. Les objectifs de l'État sont d'étendre sans cesse son pouvoir, et étendre sans cesse son pouvoir a pour but de contrôler de plus en plus la vie des gens. Et dans un système totalitaire, il veut contrôler la vie, il veut contrôler la mort, il veut contrôler le présent, le passé, le futur. Donc la loi sur l'euthanasie a pour but d'accroître ce contrôle. Le Rivotril, Ah, est-ce que c'est une piqûre qu'on fait et qu'on a utilisée pendant le Covid pour régler les problèmes, entre guillemets, régler les problèmes? alors oui, le Rivotril a fait l'objet alors je ne sais plus le test exact parce que des fois j'ai des petits trous de mémoire, a été autorisé pour la gestion politique du Covid, non pas médicale du Covid, et pour mettre fin à la vie des personnes âgées, par exemple. Donc il a été utilisé largement en EHPAD ou en ville. Mais son utilisation a été, entre guillemets, légalisée par le gouvernement. Et pour te Est-ce que citer ça une te anecdote, choque? approfonnément, oui. Il y a Qu'est-ce qui une, te pour te choque citer une, là-dedans? pardon? Qu'est-ce qui te choque dans est-ce que tu peux Eh me ben, redire pourquoi? ce qui me choque profondément, c'est qu'au lieu de soigner les gens, l'État autorise une piqûre dans un objectif létal, à la place de soigner les gens.
C'est ça qui me choque. Moi, je suis médecin, tous mes confrères sont les médecins, ou les soignants en général, les infirmières et les soignants, ce qu'on veut, sont, ont pour vocation, dans leur ADN, comme on dit aujourd'hui, de soigner les gens, pas de les tuer. L'euthanasie et l'autorisation de Rivotril dans la Covid a été un dévoiement de la culture médicale, puisque ça a été utilisé pour détruire la vie, alors que notre travail, c'est de soigner les gens et de sauver la vie. C'est de préserver la vie. Alors la vie ne se résume pas à simplement l'épanouissement physique et économique, hein. La vie, c'est autre chose. Et la vie, ça a une valeur, et, comme j'ai dit au début, éthique, morale, c'est un don qui nous a été fait, mais euh, autoriser, voire encourager les médecins à faire des piqûres létales au prétexte que les gens sont malades ou au prétexte que les gens ont une maladie comme la Covid ou au prétexte qu'ils sont en fin de vie, me paraît profondément choquant parce que c'est pas du tout la culture médicale de prendre en soin les personnes. C'est ça qui est choquant. On a dévoyé la fonction médicale, on a dévoyé la fonction de soins. Si je peux te, oui. Oui, alors vas-y. Oui, juste une anecdote. Quand j'étais médecin coordonnateur en EHPAD, il y a une femme, une dame qui nous a téléphoné. J'étais avec mon cadre de santé et elle nous dit elle nous téléphone, disant, quand est-ce que vous piquez maman? Donc on s'est regardé, on a dit quand est-ce qu'on pique maman? Nous, on ne pique pas maman, on ne va pas piquer maman. Mais si, il y a une loi qui dit que vous devez piquer maman et je voudrais savoir quand est-ce que vous l'avez piqué. Et on a fini par comprendre que cette personne était au courant de la législation sur le Rivotril et qu'elle pensait que c'était une obligation et que nous allions piquer sa maman au moment ou un autre, même sans la prévenir. Alors, le cas de son témoin, on était particulièrement choqués de cette remarque parce que cette personne ne s'est pas, qu'on s'appelle, opposée. Et ensuite, cette personne nous a demandé simplement, bon, il y a un acte technique à faire, quand est-ce que vous le faites? Et on parlait de déshumanisation au début de l'entretien. Et là, c'était vraiment une preuve totale de déshumanisation des personnes. Est-ce que tu connais des médecins qui ont recouru durant le Covid au Rivotril sans en parler aux familles? Alors, personnellement, non, je n'en connais pas, mais je sais que cela s'est fait parce que quand on lit la presse ou quand on lit les médias quand on se repose sur les réseaux sociaux, quand on regarde les statistiques, par exemple, on se dit que oui, il y a des médecins qui ont dû recourir à cette pratique. Mais moi, je n'en connais pas personnellement, non. Ou alors, ils ne me l'ont pas dit. J'ai une dernière question tragique d'ailleurs qui me taraude. Je vais te la poser. Puisque au moment du Covid, moi j'ai été taxé par Conspiracy Watch de complotisme parce que j'avais dit ce que tu viens de dire, à savoir que le gouvernement avait légalisé l'utilisation du Rivotril. Et le site Conspiracy Watch porte toujours mention de Éric Verhaeghe est complotiste ou proche des thèses conspirationnistes parce que il a prétendu que le Rivotril était autorisé pour euthanasier des personnes qu'on ne voulait pas soigner. Le Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme, Rudi Reichstadt, qui fiche les gens, hein, avec le retentissement qu'on connaît dans le monde, dans la presse officielle, Rudi Reichstadt, l'Observatoire du conspirationnisme, sont financés par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Est-ce que ça te choque de savoir que l'argent des Juifs victimes de cette abomination qu'a été la Shoah, leurs biens en déshérence, sert aujourd'hui à financer des gens qui légitiment l'utilisation du Rivotril pour euthanasier des petits vieux? Exprimé comme ça, oui, je trouve que c'est désolant. C'est désolant parce que les personnes qui ont été victimes, alors, on parle d'un choix, mais c'est une abomination du XXe siècle. Mais ce type d'événement, disons, quand on traite les êtres humains, quand on les déshumanise et qu'on les détruit non pas pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont, c'est quelque chose de particulièrement choquant. Et quand on les détruit de manière industrielle, c'est d'autant plus choquant. Cela dit, bon, on arrive très très bien à détruire les gens, même de manière non industrielle. Bref, quand les personnes qui sont censées éviter que cela se reproduise, euh,
émettre des arguments qui pourraient faire penser qu'ils valident ou qui pourraient valider l'utilisation de produits pour mettre fin à la vie d'autres personnes, c'est sûr que c'est quelque chose qui est profondément malsain et qui traduit une société qui, à mon avis, est un peu malade. C'est ça le souci. Je pense que notre société, notre civilisation est malade parce qu'elle oublie ce qu'est un être humain, elle oublie ce qu'est la valeur des choses, elle confond la vie matérielle et la valeur de la vie. Ce n'est pas du tout sur le même plan. Et malheureusement, l'évolution de notre société occidentale ou française a fait que on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Et je trouve ça très désolant, oui. Merci Patrick, et puis à très bientôt. Et on À croise les bientôt, doigts Eric. pour les Oui, élections. on va croiser les doigts.